Imagine-toi devant un miroir. Ton visage te renvoie ton reflet, familier, solide, reconnaissable. Et pourtant, derrière tes yeux, dans un endroit que le miroir ne peut atteindre, quelque chose d'autre existe, quelque chose de caché, quelque chose que tu ne veux peut-être jamais vraiment voir. Sigmund Freud appelait cela l'inconscient, et il croyait que ce qui nous dirige vraiment n'est pas ce que nous pensons consciemment, mais ce que nous cachons à nous-mêmes. Freud plaçait une vérité troublante au cœur de sa théorie. L'être humain se ment constamment à lui-même. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes faibles ou mauvais, mais parce que nous y sommes contraints. L'esprit, disait-il, est comme une maison avec de nombreuses pièces. La conscience n'est que la salle éclairée où nous passons notre temps, mais au sous-sol, derrière des portes verrouillées, s'entassent toutes les choses que nous ne pouvons supporter, désirs interdits, peurs refoulées, conflits inavoués. Et chaque fois que quelque chose de ce sous-sol tente de remonter à la surface, notre esprit réagit par un mensonge qui nous protège. Ces auto-mensonges ne sont pas de simples excuses. Ils font partie de l'architecture même de la psyché. Freud les appelait les mécanismes de défense. Quand la vérité est trop dangereuse, l'esprit invente une histoire que nous pouvons supporter. Nous justifions nos échecs au lieu d'affronter nos peurs. Nous projetons nos pulsions cachées sur les autres plutôt que de les reconnaître. Nous enterrons des souvenirs trop douloureux pour être rappelés. Et tout cela se produit sans que nous en ayons conscience. Freud voyait l'être humain comme enfermé dans une guerre permanente avec lui-même. D'un côté, le ça, cette part primitive et animale qui exige plaisir et satisfaction. De l'autre, le surmoi, la voix sévère de la morale, qui nous charge de culpabilité et de honte. Et entre les deux, le moi, qui tente désespérément de maintenir la paix. Mais cette paix est fragile, et elle a souvent un prix. Pour survivre à ce conflit, nous nous mentons. Nous inventons des histoires réconfortantes, construisant un monde fragile que nous appelons réalité, mais qui n'est souvent qu'une illusion soigneusement fabriquée. Peut-être te demandes-tu, pourquoi me mentirais-je à moi-même ? Ne suis-je pas un être rationnel, en quête de vérité ? La réponse de Freud est dérangeante, non. Tu ne veux pas la vérité, tu veux survivre. La vérité est souvent insupportable, trop lourde, trop brute. Si tu voyais chaque désir caché, chaque peur refoulée, chaque ombre de ton passé, tu t'effondrerais sous le poids. Voilà pourquoi ton esprit construit un filtre, un mur invisible qui te protège. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu peux le supporter. C'est pour cela que l'auto-mensonge est si efficace. Il paraît naturel, invisible, convaincant. Tu ne réalises même pas que tu le pratiques. Quand tu dis « je ne voulais pas vraiment ce travail », tu te protèges du rejet. Quand tu penses « les autres sont responsables », tu te protèges de tes propres erreurs. Quand tu critiques chez les autres des désirs que tu ressens en secret, tu évites d'y faire face. Peu à peu, nous créons ainsi une seconde réalité. Une scène où nous jouons nos rôles alors que le vrai scénario est écrit en coulisses, dans l'inconscient. Freud disait un jour « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Nous croyons être aux commandes, mais en réalité, nous sommes souvent de simples acteurs, suivant un script rédigé avant même que nous puissions choisir. C'est là la première leçon inconfortable de Freud. Nous ne sommes pas qui nous croyons être. Nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons dans un réseau d'illusions qui nous protègent, mais qui nous enferment aussi. Et les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les autres nous racontent. Ce sont ceux que nous nous chuchotons à nous-mêmes,
chaque jour, dans chaque pensée, dans chaque décision. Freud ne considérait pas l'automensonge comme une faiblesse morale, mais comme une stratégie de survie. L'esprit humain est fragile. La conscience n'est qu'une fine couche, et sous cette surface bouillonnent des forces qui pourraient nous submerger si elles apparaissaient à découvert. Et parce que cette mission est intenable, le moi se tourne vers le mensonge. Il invente les mécanismes de défense. Au lieu de faire face aux désirs bruts du ça, il les refoule. Au lieu d'admettre la sévérité insupportable du surmoi, il la rationalise. Au lieu de reconnaître la guerre intérieure, il la projette sur le monde extérieur. Ces mensonges ne sont pas des faiblesses, ce sont des stratégies de survie. Sans eux, le moi serait écrasé par la violence du conflit. Freud voyait là la condition humaine, être écartelé entre instinct et devoir, entre désir et interdiction. Nous ne sommes pas des êtres libres, pesant calmement nos choix. Nous sommes des champs de bataille. Nos vies sont façonnées par des négociations invisibles, et les histoires que nous nous racontons ne sont que des traités fragiles, nécessaires pour tenir debout. Ce choix est coûteux. Retirer un mensonge, c'est affronter la douleur qu'il recouvrait. C'est admettre nos failles, reconnaître nos désirs, affronter nos hontes. Mais c'est aussi récupérer un fragment de vérité. Et dans ces fragments réside le début d'une liberté nouvelle. Mais cette survie a un prix. Elle nous garde intacts, mais divisés. Elle nous permet de vivre, mais pas pleinement. Les désirs du ça s'infiltrent dans nos rêves, dans nos lapsus, dans nos pulsions soudaines. Les jugements implacables du surmoi résonnent dans notre autocritique, dans ce sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur. Et le moi, épuisé, nous convainc que tout va bien, alors que la vérité tremble derrière les murs. Le ça est la force primitive, l'animal en nous. Il ignore la morale, il ignore la retenue. Il réclame du plaisir, de la satisfaction immédiate, sans se soucier des conséquences. La faim, la pulsion sexuelle, l'agressivité, tout cela jaillit du ça. Il obéit à une seule loi, le principe de plaisir. C'est la part brute de notre existence, celle que nous passons notre vie à tenter de dompter sans jamais y parvenir totalement. Face à lui se dresse le surmoi, la voix intérieure de la morale et de l'autorité. Il est l'écho des parents, des professeurs, de la société, de la religion. Il nous impose des règles, il nous murmure la honte, il nous écrase de culpabilité. Là où le ça exige de céder à l'instinct, le surmoi condamne et juge. Il est l'œil invisible qui nous observe même dans le secret de nos pensées. Et entre les deux se trouve le moi. C'est notre conscience, notre identité apparente. Mais sa tâche est impossible. Le moi doit satisfaire un minimum des désirs du ça pour que nous restions vivants, tout en respectant suffisamment les interdits du surmoi pour que nous soyons acceptés. Il doit composer, négocier, tricher. Il n'est pas maître mais diplomate. Voilà pourquoi l'automensonge est universel. Le ça exige trop. Le surmoi interdit trop. Et le moi ne peut survivre qu'en tissant des illusions. Quand tu te mens à toi-même, ce n'est pas une faiblesse. C'est une tentative de rester entier au milieu d'une guerre intérieure. Et pourtant, Freud croyait qu'il y avait une force dans la reconnaissance de ce théâtre. Nommer le ça, le moi et le surmoi, c'est commencer à voir Témézora la scène sur laquelle nous vivons. Remarquer que ta colère est peut-être la voix du ça, que ta culpabilité est peut-être le fouet du surmoi, c'est desserrer leur emprise. Tu ne peux pas les faire taire, mais tu peux apprendre à entendre leur langage. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner toutes nos défenses. Nous en avons besoin. Sans elles, nous risquerions de nous effondrer sous le poids de notre psyché.
Mais nous n'avons pas besoin d'en être esclaves. Nous pouvons apprendre à voir nos illusions pour ce qu'elles sont. Des fictions utiles, mais pas des vérités absolues. Nous pouvons choisir de les porter plus légèrement, de ne pas les confondre avec la réalité. Pour nous maintenir debout, la psyché invente des stratégies, des mensonges ingénieux, invisibles même à nos propres yeux. Freud les appelait les mécanismes de défense. Ce sont les boucliers silencieux qui nous protègent de l'effondrement, sous le poids de vérités insoutenables. L'un des plus connus est le refoulement. Tout ce qui est trop douloureux, trop menaçant, trop inacceptable est repoussé dans l'inconscient. Expérience traumatique, désir interdit, culpabilité écrasante. Rien n'est effacé, mais tout est enfoui. Ces éléments continuent pourtant à vivre dans l'ombre, influençant nos rêves, nos lapsus, nos angoisses soudaines. Le refoulement, c'est comme recouvrir un feu qui couve avec des cendres. À la surface, il paraît éteint, mais en dessous, il brûle encore et peut jaillir à tout moment. Un autre mécanisme est la projection. C'est l'un des mensonges les plus subtils, car il transforme nos luttes intérieures en ennemis extérieurs. Nous voyons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. La personne qui critique sans cesse l'arrogance des autres dissimule peut-être la sienne. Celle qui soupçonne tout le monde de malhonnêteté lutte peut-être avec sa propre tentation de tromper. La projection détourne notre regard de l'intérieur vers l'extérieur, sauvegardant notre image, mais au prix d'une distorsion de la réalité. Vient ensuite la rationalisation. Ce mécanisme transforme nos comportements en récits parfaitement logiques. Nous échouons à un examen et disons « je n'ai pas étudié » car ça n'en valait pas la peine. Nous sabordons une relation et affirmons « ce n'était pas la bonne personne ». Nous évitons un risque et l'appelons « prudence ». La rationalisation déguise la peur en sagesse, l'évitement en raison, les erreurs en stratégie. Elle nous permet de continuer à croire que nous sommes des êtres rationnels, même quand nous sommes guidés par nos pulsions et nos angoisses. Ces défenses ne sont pas des accidents. Elles sont universelles, inscrites dans le fonctionnement de l'esprit humain. Nous les utilisons tous, souvent sans nous en rendre compte. Sans elles, la vie serait insoutenable. Avec elle, elle devient supportable, mais au prix de l'honnêteté. Nous construisons des existences partiellement mises en scène, guidées par des scénarios que nous ne reconnaissons pas comme tels. Nous jouons des rôles dans des histoires que nous croyons vraies, même lorsqu'elles sont des fictions. Freud avait compris que ces mécanismes façonnent bien plus que nos petites excuses quotidiennes. Ils tracent nos destins. Celui qui refoule ses véritables passions choisira peut-être une carrière sûre mais vide de sens. Celui qui projette sans cesse sa culpabilité détruira ses relations, voyant des ennemis partout. Celui qui rationalise sa peur du risque passera à côté de sa vie, persuadé d'avoir fait preuve de sagesse. Ainsi, nos mensonges deviennent les architectes invisibles de nos existences. Le plus troublant, c'est que ces mensonges nous paraissent sincères. Nous croyons durs comme fer à leur vérité. Nous nous levons chaque matin convaincus d'être honnêtes envers nous-mêmes. Mais comme l'a dit Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Nous habitons un palais de miroirs, et chaque miroir ne nous renvoie que ce que nous pouvons supporter. Et pourtant, Freud ne voyait pas là une fatalité absolue. Il croyait que, par l'analyse, par la réflexion, par l'attention portée à nos rêves et à nos lapsus, nous pouvions apprendre à démasquer ces illusions. Nous ne pourrons jamais nous en libérer totalement, mais nous pouvons affaiblir leur emprise.
La conscience ne fait pas disparaître le mensonge, mais elle en révèle la mécanique. Elle nous offre, au moins par instant, la possibilité du choix. Quand Freud parlait de l'inconscient, il ne l'imaginait pas comme un gouffre chaotique sans ordre, mais comme un système de forces en conflit permanent. 3 instances dominent notre vie intérieure: le ça, le moi et le surmoi. Ce ne sont pas des organes physiques, mais des réalités psychologiques. Et leur affrontement explique pourquoi nous avons besoin de nous mentir à nous-mêmes. La vérité que Freud nous lègue est inconfortable mais libératrice. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais nous pouvons devenir les spectateurs lucides de nos illusions. Et dans cette lucidité naît une forme d'honnêteté nouvelle, non pas l'absence de mensonges, mais le courage de le regarder en face. Si Freud vivait aujourd'hui, il n'aurait pas besoin de chercher bien loin pour trouver des preuves de ses théories. L'auto-mensonge qu'il décrivait comme la mécanique cachée de l'esprit est désormais visible partout, dans notre consommation, dans nos relations, dans nos choix politiques et plus encore dans le théâtre numérique des réseaux sociaux. Regarde la consommation. Nous n'achetons presque jamais parce que nous avons besoin. Nous achetons pour nous raconter des histoires. Le nouveau téléphone n'est pas seulement un appareil, il est la preuve que nous restons dans la course. La montre de luxe n'est pas un outil, mais un symbole que nous valons quelque chose. Au fond, nous ressentons peut-être le vide, mais en surface, nous nous chuchotons. J'en ai vraiment besoin. Le marché prospère, non pas sur nos nécessités, mais sur nos illusions, en nous vendant des produits qui apaisent un moi, coincé entre les exigences du ça et les interdictions du surmoi. Les relations ne sont pas différentes. Nous nous convainquons que nous restons par amour, alors qu'il s'agit souvent de peur de la solitude. Nous affirmons que nous partons parce que l'autre a changé, alors que c'est peut-être nous qui refusons de voir nos propres ombres. Nous disons que nous cherchons le bon partenaire, alors qu'en vérité nous cherchons quelqu'un qui porte nos désirs refoulés ou nos conflits non résolus. L'amour, vu par Freud, est rarement exempt de projection, et plus le sentiment est intense, plus l'auto-mensonge est puissant. La politique fonctionne sur le même principe, mais à l'échelle des masses. Des sociétés entières vivent dans des illusions collectives. Nous nous répétons que nos systèmes sont justes, que nos nations sont nobles, que nos dirigeants défendent nos intérêts. Mais souvent, ce ne sont que des rationalisations pour masquer des vérités inconfortables. L'agressivité est projetée vers l'extérieur. L'ennemi, c'est toujours l'autre. La culpabilité est rationalisée. Les guerres deviennent des défenses. L'exploitation devient du progrès. Tout comme l'individu ment pour survivre à son conflit intérieur, la société ment pour survivre à ses contradictions. Et puis, il y a les réseaux sociaux, peut-être la vitrine la plus pure de l'intuition freudienne. Ici, le moi construit son masque pour le monde, affichant des images de perfection, corps sculpté, vie glamour, succès sans fin. Derrière la scène, pourtant, règne l'insécurité, la peur, la solitude. Mais au lieu d'affronter ces sentiments, nous les recouvrons de filtres et de likes. Chaque publication est une petite rationalisation. Regardez, tout va bien. Chaque story est un bouclier contre la vérité nue de l'existence. Le drame, c'est que ces mensonges soulagent sur le moment, mais nous éloignent à long terme de nous-mêmes. Plus nous nous mentons, plus nous nous perdons. Nous nous enfouissons dans des achats, dans des rôles, dans des récits politiques, dans des masques numériques. Nous nourrissons le moi avec des illusions jusqu'à ce qu'il perde le contact avec ses profondeurs. Et c'est là que la théorie de Freud devient plus actuelle que jamais. Notre culture moderne
est une immense industrie de l'auto-mensonge, une machine à illusion conçue pour cacher le conflit, mais le refouler ne reste jamais enterré. L'inconscient revient toujours. Il frappe à la porte dans les burn-out, quand le masque soigneusement construit s'effondre. Il surgit dans les dépressions, quand la façade ne tient plus. Il éclate dans les crises politiques, quand les illusions collectives se fissurent. Et il se glisse dans les instants de doute, quand nous pressentons que la vie que nous menons ne nous appartient pas vraiment. L'inconscient ne demande pas la permission. Il attend, et tôt ou tard, il réclame son dû. La question n'est pas de savoir si nous nous mentons. Nous le faisons tous. La véritable question est de savoir combien de temps nos mensonges tiendront avant que la vérité ne revienne frapper à la porte. La théorie de Freud ne s'arrête pas au constat. Elle nous force à poser une question plus vaste, plus dérangeante. Pouvons-nous un jour nous libérer de nos propres mensonges? Ou sommes-nous condamnés à vivre pour toujours dans des illusions, gouvernés par un inconscient que nous ne maîtriserons jamais totalement? Freud lui-même restait prudent. Pour lui, l'inconscient n'était pas une boîte fermée qu'il suffirait d'ouvrir avec un peu d'effort ou de volonté. C'était la fondation même de notre être. Même si nous soulevons quelques voiles, même si nous reconnaissons certaines de nos illusions, nous ne pourrons jamais y échapper complètement. Le ça continuera de murmurer, le surmoi de juger, et le moi de mentir pour maintenir l'équilibre. La liberté humaine, dans la perspective freudienne, n'est pas la clarté totale, mais la conscience fragile de ne jamais être complètement aux commandes. Mais paradoxalement, cette lucidité est aussi un cadeau. Savoir que tu te mens, c'est déjà te mentir un peu moins. Reconnaître que tes justifications sont des excuses, c'est déjà apercevoir la vérité derrière elles. Admettre que tes projections sont des miroirs, c'est commencer à apprivoiser tes ombres. Le premier pas vers l'honnêteté n'est pas la pureté illusoire, mais le courage d'accepter l'impureté. Des philosophes comme Nietzsche ou Kierkegaard auraient reconnu cette idée. Nietzsche exhortait à arracher les masques et à supporter l'intensité brute de l'existence, même si elle est douloureuse. Kierkegaard parlait de l'angoisse de devenir soi-même, du saut dans l'authenticité qui exige d'affronter des vérités que l'on préférerait ignorer. Freud ajoutait à cette lignée une vérité encore plus intime. L'ennemi le plus redoutable de la vérité n'est pas le mensonge des autres, mais celui que notre propre esprit nous chuchote. Peut-être ne pourrons-nous jamais vivre sans ces murmures, mais nous pouvons apprendre à les écouter autrement, dans les rêves qui révèlent ce que nous tentons d'enterrer, dans les lapsus qui trahissent nos désirs cachés, dans les émotions soudaines qui surgissent sans raison, mais pointent vers une vérité enfouie. Remarquer ces signes ne signifie pas échapper à l'auto-mensonge, mais vivre avec plus de lucidité au milieu de lui. Peut-être que la véritable liberté n'est pas l'absence d'auto-mensonge, mais la volonté de l'affronter. Savoir que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison, et pourtant oser en ouvrir les portes. Accepter que nous ne pourrons jamais contrôler toutes nos ombres, mais refuser de faire semblant qu'elles n'existent pas. En ce sens, le message de Freud n'est pas un appel au désespoir, mais une invitation à vivre avec plus d'honnêteté, même imparfaite, à préférer l'inconfort de la lucidité aux illusions trop douces, à reconnaître que les histoires que nous nous racontons sont des histoires, et à choisir, quand nous le pouvons, de nous en approcher un peu plus de la réalité. L'inconscient ne disparaîtra jamais, mais notre aveuglement à son égard, lui, peut s'estomper. Et peut-être que la plus haute forme de vérité qui nous soit accessible n'est pas la maîtrise totale, mais le courage de voir nos illusions pour ce qu'elles sont
et de continuer, encore et encore, à tendre vers ce qui se cache derrière elle. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire ton point de vue.